Daniel, vous êtes contrôleur général des armées, vous avez fait partie des forces spéciales françaises, vous avez travaillé pour le renseignement. Quand on voit les opérations israéliennes visant le Hezbollah, et notamment les cadres, avec ces fameuses histoires de beeper et de talkie-walkie, l'homme du renseignement que vous êtes ne peut que constater une réussite, je dirais, assez fulgurante des services de renseignement israéliens. Alors, dans l'absolu, au plan technique, au plan de la réalisation, je tire un énorme coup de chapeau, bien évidemment. Mais mon coup de chapeau est plus appuyé encore, si vous voulez, en voyant comment ces affaires-là, qui relèvent de l'espionnage, de l'action spéciale, etc., comment ça s'insère dans ce qui se dessine comme une stratégie d'Israël vis-à-vis du Hezbollah et du Sud-Liban. Et là, je trouve que c'est vraiment très très bien mené parce que, vous savez, quand on veut se lancer dans une bataille, on se livre à une préparation. Autrefois, on disait une préparation d'artillerie. Là, c'était une curieuse artillerie, même si Israël n'a pas réclamé la paternité de cette affaire de beeper et de walkie-talkie. Mais il y a toujours une préparation. Et peu de temps après... ce qui a été un petit peu quand même un coup de grisou, je pense, dans les rangs du Hezbollah, parce que quand on voit le nombre de chefs, de responsables, etc., qui ont été éliminés, on se dit que là, la chaîne du commandement est sacrément entamée. Et on sait que dans une bataille, la chaîne du commandement est un élément absolument crucial. Et très peu de temps après, le général Herzi Halevi a annoncé qu'il n'était pas impossible, même plus que ça d'ailleurs, qu'il faille entrer dans le Sud-Liban, sur le territoire du Hezbollah. Et donc là, je trouve franchement que c'est une très belle opération ou un très beau début d'opération. Oui, quand vous parliez de stratégie, c'est un peu ça qu'on voit en filigrane, c'est-à-dire on coupe les moyens de communication, on détruit la chaîne de commandement, et finalement, on rend aveugle et sourd l'ennemi et on peut passer à la phase terrestre. Mais est-ce que phase terrestre, il y aura? C'est toute la question. Écoutez, là, moi, ce qui me conforte un petit peu dans ce sens-là, bon, je ne suis pas devin, donc peut-être que tout va s'arrêter subitement, comme le réclame la communauté internationale, mais ça m'étonnerait. Mais là, je vois les actions aériennes qui continuent, je vois le type d'actions aériennes qui sont menées. Là, l'armée de l'air israélienne touche les stocks d'armes, les silos de lancement, les postes de commandement, les postes de renseignement, toutes ces implantations qui rassemblent des gens, des moyens qui sont absolument nécessaires pour mener une bataille coordonnée, quoi. Donc là, bien sûr, le Hezbollah continue de tirer quelques missiles, mais je ne dirais pas qu'on est dans la phase terminale, là, loin de là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais là, maintenant, c'est quand même beaucoup plus désordonné. Ils essayent de donner dans le symbole avec le missile longue portée qui a été tiré en direction de Tel Aviv. Cela dit, bon, ça a été détruit par le système de protection antiaérienne israélien. Ça, c'est quelque chose qui relevait un petit peu, à mon avis, du geste symbolique désespéré pour remonter le moral de leurs troupes, quoi. Daniel Hervet, aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a l'aspect diplomatique, la France, les États-Unis, tout le monde est à pied d'œuvre pour essayer de faire baisser la tension et ce risque, justement, de guerre, je dirais, beaucoup plus généralisée entre Israël et le Hezbollah. Mais force est de constater que depuis le 8 octobre de l'année dernière, le Hezbollah, qui a ouvert les hostilités contre Israël, alors qu'Israël ne menaçait absolument pas ni le Sud-Liban, ni encore moins le Hezbollah, n'a pas entendu raison en un an. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que le Hezbollah entende raison?
Bah, écoutez, moi je vois une chose, hein, et je me mets à la place des dirigeants israéliens. J'aime me livrer à ce genre d'exercice parce que là, on ne peut pas s'en tenir simplement à des discours lénifiants, pacifistes, etc., dépourvus de sens. Moi, je vois une chose. La population du nord d'Israël est réfugiée dans le sud du pays, ne peut pas retourner dans ses maisons et, de facto, il y a une partie du territoire d'Israël, le nord d'Israël, qui est occupé par les tirs d'artillerie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des soldats, sauf que ce ne sont pas des soldats qui sont là, ce ne sont pas des miliciens du Hezbollah, ce sont des obus qui tombent en permanence et qui interdisent l'utilisation de cette portion de territoire. Ce qui est totalement inadmissible. Et là, si vous voulez, bon, en matière de négociation, moi je veux bien qu'on négocie tout, mais on a vu très bien que dans le passé, déjà avec le Hamas, hein, je me limite à la période depuis le 7 octobre, toutes les négociations avec le Hamas ont été des négociations faites pour gagner du temps, pour se réorganiser un peu, pour reprendre des forces. Au moment où on commence à se sentir vraiment très très mal, là on dit hop là, on pourrait négocier. Alors il y a toujours quelque chose à négocier, bien évidemment. Mais vous savez, depuis la résolution 1701 de 78, qui normalement interdisait l'occupation physique, militaire, etc., de la zone qui est au sud du Litanie, rien n'a été respecté. Hein, l'ONU, qui propose sans arrêt des solutions miracles dans ses discours, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu la finule depuis toute cette période-là. Et la finule, il y a 10 000 militaires de 49 pays. Imaginez le bazar que ça peut être que de commander 10 000 hommes de 49 pays. Bon, enfin bref, donc c'est certainement pas eux qui ont empêché le Hezbollah de s'installer dans le sud. Bon, l'armée libanaise a peu près le même effectif, mais les militaires libanais qui sont dans le sud, ils sont acquis à la cause du Hezbollah. Donc comment voulez-vous assurer par des discours, des résolutions, toutes sortes de mandats donnés à la société internationale pour empêcher que ça reprenne? Ça ne fonctionne pas. Partout où on a mis de l'ONU autour d'Israël, en Égypte, aux limites de la Syrie, dans le nord, etc., ça n'a jamais empêché quoi que ce soit. Donc, si j'étais, moi, à la place des dirigeants d'Israël, je me dirais, mais quoi d'autre que de nettoyer la zone, de faire en sorte que cet ennemi qui ne s'arrête jamais tout au long de l'année, alors régulièrement, irrégulièrement, etc., de tirer des missiles sur mon territoire d'Israël, eh bien non, ça ne peut plus durer, ça ne peut pas durer. Moi, je ne vois pas la Belgique bombarder Calais tous les jours de toute l'année et que la France ne bouge pas. C'est pas possible. Alors, j'entends ce que vous dites, mais vous constaterez avec moi, Daniel Arouet, que cet argument, on a l'impression qu'il n'est pas audible. D'abord parce que personne ne s'imagine que la Belgique va envoyer des missiles sur la France. Et même si plusieurs observateurs, dont vous faites partie, font ce parallèle, on a l'impression qu'il y a un blocage psychologique à comprendre que quand il s'agit d'Israël qui reçoit des missiles, à la limite, ça doit être normal, mais pour tous les autres pays, c'est anormal. Oui, on est tout à fait d'accord, mais là, si vous voulez, c'est cette espèce d'explosion d'antisémitisme qui, d'une certaine manière, d'ailleurs autour de la cause palestinienne, a toujours mobilisé les bonnes âmes, etc., qui ne se sont jamais rendus sur place, qui ne connaissent pas la problématique, mais qui y voient simplement une bonne cause à évoquer dans les dîners. Bon, à part ça, moi je crois que les autorités israéliennes actuellement, je le crois, j'espère ne pas me tromper, ont bien saisi le fait qu'il y en a assez de ces contraintes internationales qu'on peut observer à la lettre, comme on a vu Tsahal dire à la population de Gaza, mettez-vous à droite, mettez-vous à gauche, pas ici, pas là, parce qu'il va y avoir des opérations. On n'a jamais vu ça. Donc moi, je suis persuadé que maintenant, comme le disait récemment Stéphane Goldin dans une réunion à Paris, là, il a dit en fait il faudrait qu'on arrête de penser occidental pour penser moyen-oriental. Parce que là où les Occidentaux essayent de mettre de la morale partout, quitte à fabriquer de l'impuissance et à mettre en difficulté les agressés, eh bien,
il est absolument nécessaire aujourd'hui de se mettre dans la tête de ses adversaires, de ses ennemis, qui, eux, se contrefichent de la dimension humaine, se contrefichent de la vie. Ils ne veulent qu'une chose, et là, dans la région, le mandat est clair, de l'Iran à la fin de la liste de ses proxys, ils veulent la disparition de l'État d'Israël. Eh bien ça, non. Donc il n'y a pas à écouter les Américains qui, eux, pensent à leurs élections, entre autres. Ils se disent, nous sommes le grand protecteur, il y a un porte-avions pas loin, etc. Oui, mais eux pensent essentiellement à leurs élections, et ce qu'ils aimeraient, c'est que, dans un délai raisonnable, ils aboutissent à un petit accord qui interviendrait avant les élections, et ça serait une grande victoire qui permettrait peut-être au camp démocrate de gagner les élections. Bon. Mais je crois que les dirigeants israéliens ont intérêt à prendre de la distance par rapport à ça. Je crois que le peuple israélien comprend ça dans sa chair. Ils savent, par exemple, les gens des kibbutzim du Sud qui ont été les martyrs, les grands martyrs du 7 octobre. Ils savent très bien qu'ils ont accueilli les Gazaouis chez eux. Ils leur ont donné du travail, ils ont soigné leurs enfants. Certains même ont amené des entreprises. Et d'ailleurs, le chef d'entreprise qui a fait ça a eu comme drame personnel le fait que sa fille a fait partie des premiers assassinés par les milices du Hamas. Donc, il faut arrêter de souhaiter le bien de l'humanité, etc. Ce qui est important pour un État, c'est d'abord de protéger sa population. On oublie complètement ce genre d'impératif, d'obligation, etc. Et tous les Juifs du monde se disaient, Israël, c'est notre forteresse, c'est l'endroit où on sera en sécurité. Ça a été mis en danger. Alors de deux choses l'une, soit on accepte de laisser cette situation dégradée et petit à petit, pauvre Israël disparaîtra, comme le sable disparaît sous la mer au moment de la marée, ou bien alors Israël veut vivre, porter son message, message historique, multimillénaire, etc., peut continuer de vivre normalement, en démocratie, de créer des sciences, créer des techniques, créer de la littérature, de la musique, tout ce qu'on veut, et ne pas subir des gens qui souhaiteraient voir revenir cette région du monde à des siècles en arrière, parce que chez eux, c'est la religion de la mort, contrairement à Israël, où ce qui domine, c'est la religion de la vie. Daniel Herwet, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes contrôleur général des armées. Merci et bonsoir Daniel. Bonsoir Pierre, merci.